T'es à combien maintenant en récurrent? J'ai pas beaucoup de récurrents. De mémoire, en ce moment, je suis un peu plus de 10K en récurrent là. Donc ça, je pense que c'est important quand même de le noter, tu vois, genre, pas besoin d'avoir des giga teams pour avoir une entreprise qui tourne, pour faire du profit, pour avoir quelque chose de long terme, pour créer du recurring, on en parlait ici. Super solide si t'es solo, donc je comprends que là tu sois une partie de ton business où tu veux un petit peu aussi dégager plus de temps pour toi. C'est l'avantage aussi d'une activité où t'es freelance. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Scaling Process, le podcast où on décortique le parcours de freelance et d'entrepreneurs qui veulent construire un business qui est structuré, rentable et surtout qui ne dépend pas d'eux 24/7. Ici, vous allez retrouver deux choses, d'une part comprendre concrètement ce que les invités ont mis en place pour obtenir leurs résultats et surtout vous apporter de la clarté, des axes d'optimisation et des actions concrètes pour passer au next level. Alors qu'aujourd'hui, tu sois déjà structuré ou encore en phase de développement, l'objectif il est simple, que tu repartes avec des idées qui sont activables pour ton business. Moi, c'est Alexis, fondateur du Scaling Process, et j'accompagne les freelances et les business de service à générer des clients de manière prévisible et grâce à des systèmes d'acquisition. On aura l'occasion d'y revenir. Et je suis accompagné d'Aurélien. Bienvenue Aurélien sur ce nouvel épisode également. Tu es mon associé maintenant depuis un petit moment. On travaille sur toute la partie structuration et développement des freelances. On a l'occasion également d'y revenir. Et aujourd'hui, on reçoit Jérôme. Jérôme qui va nous partager son parcours, ses résultats, ses problématiques qu'également tu peux rencontrer aujourd'hui. Donc, pour toi qui nous regarde, installe-toi bien, prends un peu de temps, on va passer environ une quarantaine de minutes ensemble. Surtout, prends des notes parce qu'on va te partager énormément de choses. Déjà, bienvenue à toi, Jérôme, sur ce podcast. Si tu peux nous dire en quelques mots, en quelques phrases, qui tu es, ce que tu fais et comment tu en es venu à aujourd'hui avoir une activité freelance qui tourne plutôt pas mal. Donc voilà, raconte-nous un petit peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène ici. Top. Et ben merci pour l'invitation, c'est cool. Alors pour expliquer très brièvement, donc moi je m'appelle Jérôme Brossa, j'ai 31 ans, je suis expatrié en ce moment en Bulgarie depuis presque 2 ans et je suis alors j'ai pas toujours fait ça, mais là depuis 4 ans mon activité c'est l'acquisition B2B. Donc j'ai commencé on va dire par le cold email, après ça a évolué, la prospection LinkedIn et aujourd'hui le marché il a énormément changé, on peut plus dépendre que d'un canal. Donc aujourd'hui, je fais des stratégies all-bound. En gros, il y a une partie inbound, donc toute la partie création de contenu qui vient générer de la visibilité, de l'autorité, de la confiance et des signaux faibles. Les signaux faibles, ça va être tout ce qui est like, commentaires, visites, de profil, follow, demande de connexion. Et je vais réengager ça, je vais les activer avec de la prospection. Donc aujourd'hui, c'est plus juste de l'inbound ou de l'outbound, c'est stratégie all-bound. Donc en gros, j'ai de la prospection multicanal, LinkedIn plus email d'un côté, et j'ai de la création de contenu. Donc voilà, c'est un mix. Et j'accompagne des entreprises B2B à mettre en place ces process. Donc j'ai deux offres. Le gros de mon offre, c'est une partie. Au début, c'était beaucoup. Alors j'ai commencé par du petit coaching parce qu'à la base, en fait, j'ai lancé cette activité. En fait, toutes les activités qui ont fonctionné pour moi, c'est des activités je devais pas lancer en fait à la base. En fait, à l'époque, moi, je venais du monde du dropshipping. Hein. J'ai commencé comme pas mal de gens, je fais du dropshipping, j'ai fait pas mal d'autres business. Et en fait, mes shops, ils décollaient pas. Je faisais du SEO, donc ça a pris pas mal de temps. Donc j'ai commencé à faire de la prestation de service. Et la prestation de service, à l'époque, j'étais sur Facebook, hein, donc ça remonte, c'était 2019. J'ai commencé en 2019 l'entrepreneuriat. Et en fait, j'en avais marre de faire de la prospection. Déjà, j'aimais pas ça. Et en plus, je tombais que sur des mecs qui n'avaient pas de budget, qui venaient pas sur des Google Meet. En fait, ils étaient pas éduqués. Et en fait, genre, en cherchant sur Internet, je suis tombé sur prospection B2B. Et je me dis, putain, mais en fait, c'est ça, il faut que j'aille voir des vraies boîtes, pas des mecs qui veulent juste des petits services comme ça sur les groupes Facebook. À l'époque, je vendais un peu tout, hein. Vu que je faisais du drop, je savais faire de l'email marketing, des sites web. Je vendais un peu tout. J'avais pas mal d'expertise et des bons résultats. Enfin, je commençais à avoir des résultats. Mais du coup, donc, j'ai lancé la prospection. Et en fait, ça a bien fonctionné. Et en fait, quand j'ai expliqué tous mes résultats, bah, les gens ils m'ont demandé comment j'ai fait. Donc, c'est comme ça que ma boîte, elle s'est créée, en fait. Donc voilà, j'ai monté cette boîte un peu à tout hasard parce que je détestais la prospection de base, quoi. Ok, hyper intéressant. Donc, plutôt un background, tu as commencé en faisant de l'e-com un peu sous plusieurs formes. Tu es Ouais. passé sur la prestation de service. Je pense qu'Aurélien, toi, ça va bien te parler. C'est vrai que tu as des e-com aussi là-dessus. Donc, je pense que vous allez bien vous retrouver là-dessus. Euh, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, bah, maintenant, il faut que je passe sur des plus grosses boîtes. Tu vois, je pense que tu avais un peu ce ras-le-bol général aussi tu vois, tu me disais qu'il y a des personnes qui ne se pointaient pas sur le Google Meet, tu facturais Ouais. des privats, etc. Quel a été le moment où tu t'es dit, bon, maintenant, il faut que je fasse un switch, il y a quelque chose à faire, il faut que je le fasse. Comment ça s'est passé pour toi là-dessus? Alors, bah, en fait, c'était des gens sur Facebook, donc c'était pas des prospects ultra qualifs, tu vois. En fait, si tu veux, le prix, c'était un peu à la tête du prospect. Il y en a, ils avaient plus de budget, d'autres, ils avaient pas de budget. Donc, j'ai lancé ça. Et en fait, j'ai lancé du cold email.
Et en fait, ça a marché dès le mois 1. À l'époque, on disait déjà que le cold email c'était compliqué et tout, mais en fait, dès le premier mois, j'étais presque à 20K de CA. Parce que j'avais une offre à l'époque qui était vraiment irrésistible en France. C'est la seule offre où j'ai fait à la perf. Je faisais de l'email marketing à l'époque. Parce que le premier mois, on a mis l'email marketing sur notre shop. On a fait 9600 euros, je crois, de CA. Donc ça représentait dans les 30%. Et en fait, j'ai proposé ça à des e-com. Et en fait, on targetait que des gros e-com qui n'avaient pas d'email marketing et qui faisaient des ads. Donc en fait, l'angle il était très simple. Tu fais des ads, tu dépenses du budget et en plus, tu convertis pas tous tes visiteurs. Nous, on a une offre, on te la met en place gratuitement, on prend 10% du CA généré. Ça, aujourd'hui, cette offre, elle est saturée. J'accompagne déjà plusieurs personnes dessus et le marché il est très petit de l'e-com. Il y a beaucoup d'e-com, mais il n'y a pas beaucoup d'e-com qui font beaucoup de CA. Donc moi, à l'époque, je targetais les gros e-com. Il y avait personne en cold email qui faisait ça. Et on prenait 10% du CA généré et le compte Klaviyo nous appartenait. Donc en fait, s'ils voulaient partir, ils n'avaient plus la strat. Donc en fait, ils restaient avec nous. Et en fait, le premier mois, on a trouvé des e-com qui faisaient presque 200K de CA. Donc quand tu leur apportes 30% de leur business et tu prends 10%, bah, du coup, c'est ça qui m'a fait décoller très rapidement. Donc j'ai poussé ça. Et en fait, à force d'en parler, les gens ils me disaient, putain, quand tu fais pour des... Alors aujourd'hui, on traque plus les taux d'ouverture, les taux de réponse, c'est un peu bullshit. Je regarde surtout les réponses positives, le nombre de calls bookés et tout. Mais à l'époque, j'avais des stats vraiment impressionnantes. Et en fait, à force d'en parler, on m'a dit, mais putain, comment tu fais? Et en fait, bah, j'ai commencé à mettre des petits systèmes en place comme ça, donc en mode done for you. Mais à l'époque, c'était un coaching à 500 euros, tu vois, c'était ridicule, tu vois. Ça me prenait 3 heures, c'était du cold email vraiment basique, un peu avancé pour l'époque, mais voilà. Et après, bon, mon offre, elle s'est développée. C'est là que j'ai commencé après à faire du coaching. Après, j'ai repassé un peu en mode done for you. Et là, vraiment, je suis en mode. Le gros de mon offre, c'est de l'accompagnement. Mais bon, je pense qu'on en parlera après. Mais j'ai rencontré pas mal de problématiques. J'expliquerai après parce que je pense que c'est des questions que tu vas me poser. Mais à moins que tu veux que j'en parle maintenant de mes problématiques. Mais Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans un second temps, ça sera intéressant. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui proposent plus ou moins les mêmes choses que toi. Tu vois, ouais, proposer de la partie prospection, de l'email marketing, pour une niche e-com. J'ai l'impression que la niche e-com, il y en a beaucoup qui veulent aller s'y frotter. Et en effet, il faut avoir les bonnes stratégies derrière. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de partager quelques astuces pour comment réussir sur cette niche où il y a beaucoup de personnes qui veulent y aller. Et est-ce que c'est ouais. finalement une si bonne idée d'y aller? Bon, on aura l'occasion d'y reparler. Euh, donc, aujourd'hui, combien est-ce que tu génères de chiffre d'affaires avec. Parce qu'en plus, tu es en solo, si je dis pas de bêtises, hein, tu travailles encore Ouais, en ouais. solo. À l'époque, je bossais avec quelqu'un. Aujourd'hui, je bosse solo. Je dirais la moyenne, je suis dans les 20K et quelques par mois. En Ok. annuel, je fais un peu plus de 200, un peu plus de 200 000. J'ai fait des années où je faisais un peu plus. Aujourd'hui, l'objectif, c'est plus de me cramer. Enfin, j'ai deux gosses. J'en ai une de 7 ans, bientôt 8. Et là, j'ai une nouvelle qui a 9 mois. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est vraiment, j'aimerais bosser clairement moins. Je bosse beaucoup moins qu'avant. Mais en fait, je bosse à côté parce que bah, là, je suis expatrié, donc ma femme, elle est pas française, elle est d'Amérique latine, donc c'est moi qui fais les devoirs de la petite, je dois l'emmener à l'école. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est pas tellement le business, enfin c'est le business, mais c'est gérer la vie perso et la vie pro. Et ça, je pense, que c'est le plus dur. Parce que faire de l'argent, alors j'allais dire c'est facile, c'est très dur au début de faire tes premiers revenus, mais après le mix, c'est bah tu vois quand t'as une famille, c'est arriver à gérer la partie business, gérer la partie famille, et ça je pense que c'est le truc où je galère le plus, où j'ai eu le plus du mal, quoi. Je pense que je m'en sors assez bien, tu vois, je bosse plus le week-end. Le soir, j'essaye de pas terminer trop tard. J'ai essayé de mettre des règles, tu vois, quand tu bosses à la maison. Je sais pas si vous bossez à la maison, mais au début, quand tu montes ton business, tu bosses jour et nuit. Moi, quand je me suis lancé, j'étais encore dans le salariat, donc je bossais la nuit et la journée, j'allais bosser. Et ma fille, j'ai monté mon business quand elle avait 1 an. Enfin, je l'ai monté parce que j'étais en rat race, il fallait que je trouve une activité. Donc ouais, aujourd'hui, c'est trouver l'équilibre. Je pense que c'est ça le plus dur. Je pense que c'est clairement le truc que tous les freelances ont, hein. C'est-à-dire que c'est compliqué de déconnecter. Enfin, je pense que ça parle aux freelances, aux entrepreneurs, à n'importe qui veut monter un projet, mais c'est toujours compliqué de déconnecter. En tout cas, 20K par mois, c'est super, super solide si t'es solo. Donc, je comprends que là, tu sois une partie de ton business où tu veux un petit peu aussi dégager plus de temps pour toi. C'est l'avantage aussi d'une activité où tu es freelance. Moi, je voulais juste revenir rapidement sur un point que tu disais au début, qui était en fait euh, au niveau de quand tu as... j'ai un peu perdu mon idée. Euh, voilà, je voulais juste revenir à la partie, en fait, comment tu es passé de je vends un coaching à 500 euros à beaucoup plus. Et j'avais aussi une question par rapport à ton CA actuel. Est-ce que ton CA, aujourd'hui, c'est
100% du recurring? Est-ce que c'est des one-shot? Comment se répartit un petit peu ton revenu dans ton activité? Ouais, très bonne question. Alors, ta première question est très bonne. Alors, mon coaching, il était à 500 euros. Au début, je me rappelle, si je dis pas de bêtises, il y avait plus ou moins 3 heures. 3 heures d'accompagnement, 500 euros. À l'époque, je facturais beaucoup moins. Aujourd'hui, mon taux horaire, bon, je fais très peu du coaching à l'heure, mais c'est beaucoup plus haut. Mais à l'époque, donc c'était 500 euros, c'était un petit package. Je leur faisais une base de données, je leur paramétrais un Emilia. À l'époque, c'était Emilia, et je leur faisais un copywriting. C'était ultra rentable, c'était cool. Et en fait, plus le temps est passé, plus ça s'est complexifié. Il fallait faire des ciblages plus avancés, des workflows plus avancés, tous ces trucs-là. Donc en fait, je rajoutais beaucoup de choses dans mon accompagnement. Et en fait, j'ai documenté depuis 4 ans un Notion, il y a plus de 10 000 lignes de contenu avec des strates, des strates, des strates. Et en fait, je me suis retrouvé bloqué parce qu'en fait, je rajoutais plein de trucs et mon prix, il restait le même. Mais à l'époque, j'étais encore sur Facebook. Et en fait, bah, j'ai vu que je gagnais de plus en plus, mais j'avais de plus en plus de clients. Et en fait, mon prix, il restait le même. Et en fait, bah, j'ai commencé à augmenter mes prix, sauf que bah, tu vois, à l'époque, j'étais pas sur LinkedIn, donc c'était des prospects c'était des prospects chauds, mais tu vois, c'était du B2B, mais tu vois, c'était des petites activités, c'est pas des vrais business. Là, je bosse avec des boîtes qui font, bah là, j'ai une boîte en ce moment, elle bosse avec du Amazon, tu vois, c'est du 20 millions d'ARR, c'est des très grosses boîtes. J'ai une très grosse agence qui fait presque 100 millions par an. Donc là, j'ai des très grosses boîtes, mais avant, c'était vraiment des indépendants, des petites boîtes de la TPE, quoi. Donc en fait, j'ai rajouté beaucoup de choses et en fait, mon prix, il augmentait pas. Donc je l'ai passé de mémoire, ça remontait il y a 4 ans, de 500. Je crois que j'ai fait le switch direct à 1000, si je dis pas de bêtises. Après, je l'ai augmenté à 1005, Et, 2000. et Et en sur ça, fait, tu as perdu des ventes ou ça a rien changé du tout? je veux pas te dire de bêtises parce que à l'époque, j'avais pas de système de tracking. Tu sais, quand tu bosses tout seul, quand tu es une agence, tu as plein d'employés et tout, tu dois Ouais, traquer bien un sûr. petit peu ce que tu fais. Donc à l'époque, j'avais pas vraiment de tracking. Mais de ce que je me rappelle, en fait, c'est con dit comme ça, mais plus j'augmentais mes prix et en fait, je vendais pas moins, hein. Enfin, limite, je vendais même mieux parce que j'étais plus crédible. Et en fait, ça, c'est des trucs tout con, mais en fait, ça m'a tellement débloqué parce que quand je me suis dit, putain, mais en fait, je vendais ce truc-là. Et je me rappelle la première fois que j'ai vendu un truc, le mec, je comptais lui vendre à 500 euros. Il m'a dit, ouais, j'ai pas beaucoup de budget et tout. Et finalement, je l'ai vendu à 1005, tu vois. Je me rappelle très bien qui c'était ce client-là. Et c'est lui qui m'a débloqué. Et ben, c'est le lendemain que j'ai arrêté le salariat, justement. Un soir, j'ai mon ancien associé, il m'a appelé. Il m'a dit, mec, faut que tu arrêtes ton taf. Moi, ça faisait 2 ans que j'étais dans l'entrepreneuriat. On avait fait notre premier mois à 4000 euros, mais 4000 euros en drop. On avait les activités à côté, mais vu que j'avais pas une acquisition stable, c'était bah, tu sais, suivant au nombre de personnes que je parlais. Et en fait, j'avais trop peur. Moi, j'avais mon petit CDI tranquille. Bon, j'étais déjà expatrié en Espagne. J'avais ma femme, j'avais beaucoup de responsabilités. Tu vois, je gagnais 1500 euros par mois, mais j'avais déjà 1000 euros de frais d'appartement. Donc, je commençais à louer des chambres. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que bah, j'étais obligé. Ma femme, elle bossait pas. Elle était d'Amérique latine. J'avais mon appartement qui coûtait presque le prix de mon loyer. Et en plus, je m'étais endetté. J'avais fait un crédit, enfin un prêt. Parce qu'en Espagne, pour prendre un appartement, même à 800 euros, c'est 2 cautions, c'est un mois d'agence, c'est 10% du loyer à l'année pour l'agence. Il faut 2 contrats CDI, donc j'ai dû bidouiller des faux papiers, des machins. C'est ultra compliqué en Espagne, surtout sur Barcelone. Et en fait, le lendemain, ouais, j'ai réussi à trouver un contrat à 1005 et ça m'a tellement débloqué. Je me suis dit, putain, c'est ouf. En fait, je me suis dit, les 1005, c'est le salaire que j'ai gagné en fait en mensuel, quoi. Et en fait, là, c'est parti. Et en fait, la première problématique que j'ai eue, c'est quand j'ai augmenté à 2000, 2005. En fait, le problème que j'avais, maintenant je le connais, c'est que ma cible, en fait, elle avait pas le budget. Et en plus, j'avais pas encore assez d'autorité à l'époque. Alors oui, j'avais des résultats, il y avait moins de concurrence et tout. Mais c'était trop, enfin, c'était des gens indépendants, enfin, mettre 2000, 2500 euros. Aujourd'hui, on va dire que je suis assez connu dans mon secteur, hein. Clairement, je pense que je suis dans le top, je dirais 5, 1%, hein. Clairement, enfin, dans l'outbound, pas mal de gens me connaissent. Sur de l'indépendant, maintenant, j'arrive à le price tranquille à 3005. Mais même ça, de toute façon, l'offre, je l'ai enlevé. J'ai plus d'offre à 3005 parce que c'est un peu. Là, mon panier moyen, on va dire, il a 5000 euros et ça monte à beaucoup plus sur de la grosse boîte. Mais voilà, la problématique que j'ai eue, c'est ça. Au bout d'un moment, bah, tu montes les prix, tu perds pas en taux de closing. Enfin, je traquais pas, mais je voyais que je vendais très bien. Et à 2000, 2005, je voyais que ça bloquait. Tu vois, les gens, ils disaient, ouais, attends, j'ai pas le budget pour ça, ou non, c'est cher, ou c'est ça les premières problématiques que j'ai eues, quoi. Mais à l'époque, je créais pas de contenu, j'avais pas tous ces trucs-là. Donc, les gens, je leur montre des résultats parce que j'avais beaucoup de résultats. Moi, je vivais de ça, mais j'étais personne entre guillemets sur les réseaux. D'où l'arrivée après sur LinkedIn, j'ai commencé à développer la partie inbound.
Et du coup, sur la question partie récurrent, one shot, là, Très bonne. t'es à combien maintenant en récurrent? Alors, en récurrent, j'ai pas beaucoup de récurrents. De mémoire, en ce moment, en récurrent, je veux pas dire de bêtises, hein, je suis un peu plus de 10K en récurrent là. J'ai pas beaucoup de recurring, j'ai très peu de recurring. Enfin, ce mois-ci, j'ai rentré un peu du recurring. En fait, le gros de mon offre, c'est de l'accompagnement, mais en ce moment, je vois que les gens, le marché, il change beaucoup avec l'IA, avec tous ces trucs-là, et les gens, maintenant, ils veulent le résultat. Jusqu'à maintenant, les gens souhaitaient se former, et en fait, j'ai vu après pratiquement 200 boîtes accompagnées que les gens ils viennent me voir parce qu'ils disent ouais, putain, c'est trop cool de se former au gros hacking, etc. Et en fait, je vois que ils sont contents d'apprendre, mais en fait, ils mettent pas en place. Donc, j'ai commencé à faire une offre hybride où je fais une grosse partie done for you et je leur mets tout en place et après ils sont autonomes. Et le truc, c'est qu'en fait, là, de plus en plus, les gens, j'ai l'impression que je vais relancer un peu du done for you. Enfin, j'ai relancé ce mois-ci, j'ai rentré la moitié de mes clients, je pense que j'ai rentré ce mois-ci, c'était done for you. Donc ouais, je suis un peu plus de 10K là ce mois-ci en done for you. Mais j'ai jusqu'à maintenant, mes coachings, c'était paiement one shot. Donc ce qui était bien, c'est que c'est un gros one shot. C'est soit ils me payent en une fois, des fois en deux fois, mais j'essaye de privilégier directement en une fois, vu que c'est des grosses boîtes, non, il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, ça dépend des boîtes. Mm. J'aimerais qu'on revienne sur un mythe que beaucoup de freelances, je pense, se font. Ils trouvent que c'est un. Il y a beaucoup de personnes qui, je pense, enfin, se disent que c'est impossible d'aller chercher 20 000 euros par mois en étant seul, en étant free. Euh, on a, on a Jérôme ici qui prouve le contraire. Donc ça, je pense que c'est important quand même de le noter, tu vois, genre, pas besoin d'avoir des giga teams pour avoir une entreprise qui tourne, pour faire du profit, pour avoir quelque chose de long terme, pour créer du recurring, on en a parlé ici. Donc ça, c'est un point aussi que je voulais évoquer parce que mine de rien, tu vois, il y en a beaucoup qui, je pense que quand tu es freelance, il y a un palier, tu vois, où tu dis, putain, si je veux aller chercher autre chose, si je veux aller passer la prochaine étape, il va falloir que soit je recrute plus, voilà, ils s'en font un peu toute une montagne. Alors que toi, ce que tu as fait, j'ai l'impression, c'est tu t'es rendu plus visible, tu as créé une stratégie sur LinkedIn, ouais, tu as fait tout ça, tu as augmenté tes prix et tu as structuré forcément tes offres. J'ai l'impression que tu t'es. Alors, je suis curieux de savoir du coup comment tu as fait ça, mais de ce que je comprends, tu as pu. Voilà, tu t'es posé, voilà, il faut que je fasse ci, ça, offre hybride, j'implémente pour eux, après je les aide à gérer la machine. Et t'es Ouais. amené sur un truc qui est hyper structuré, avec une vraie autorité sur le marché. Et je pense que c'est ce que beaucoup de freelance veulent faire. Et je suis curieux de savoir comment aujourd'hui tu as structuré ton offre, quels ont été les éléments sur lesquels tu t'es dit, OK, bon, il faut que je mette ça en place pour avoir une offre qui permet Bah, d'aller en fait, chercher elle s'est 20 000 par évoluée mois. petit à petit, mais je le vois en fait, je le vois, j'ai beaucoup de concurrents, énormément, et en fait, j'ai fait beaucoup de calls avec des concurrents qui ont beaucoup plus de visites que moi. Je me suis dit, putain, je suis vraiment, je sais que j'ai de l'autorité, mais je me suis dit, putain, les mecs, ils ont une visibilité de ouf, et en fait, c'est tout le temps le même pattern. En fait, faire 20 cas, je dis pas que c'est facile, hein, mais le problème, en fait, pour beaucoup, c'est dur de le faire parce qu'en fait, ils pricent trop bas. Les freelances, j'ai des concurrents qui ont plus de visites que moi, ils facturent 970 euros par mois. Mec, 970 euros par mois, même si tu es en micro-entreprise et quand tu passes en société, quand tu te prends 60% d'impôt, bah, si tu veux faire 10 cas par mois, il faut 10 clients. 10 clients en solo, en mode agence, enfin en mode solo, c'est impossible à gérer. Donc en fait, le switch, c'est vraiment tu augmentes tes prix. Moi, ça a été comme ça. En fait, j'ai augmenté mes prix et ça m'a permis déjà de mieux délivrer, de passer plus de temps avec mes clients et de prendre moins de clients parce que quand tu as 10 clients ou si tu doubles tes prix, tu en prends 5, bah, ça a absolument rien à voir, tu vois. Tu as une meilleure delivery, donc tu as plus de clients, donc tu as plus de feedback, de retour, de recommandations. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recommandations, tu vois. Je pourrais arrêter mon LinkedIn et mon acquisition. Je pense qu'en ce moment, le gros de mon acquisition vient de la recommandation. En fait, les gens, plus tu vas délivrer, plus ils vont te recommander. C'est de plus en plus comme ça parce qu'il y a tellement de gens sur le marché, les gens ils vont passer par de la recommandation en fait, Mm. que sur du code tout court. Et ta question c'était, tu m'as dit que moi mon offre en fait elle s'est développée petit à petit, elle s'est améliorée avec le fil de temps, avec les feedbacks, avec tous les problématiques. Tu vois, quand j'en avais marre de passer énormément de temps, bah tu vois, quand j'étais à 500 euros, je voyais que je rajoutais des trucs. Bah, je me suis dit, je me rappelle le truc qui m'a aidé, c'est que en fait au début je leur disais c'était 3 heures 500 euros. Et en fait ce qui m'a vraiment aidé c'est parce que j'avais peur d'augmenter mes prix. Mais en fait, en fait, il faut pas vendre son taux horaire. Parce qu'aujourd'hui, mon taux horaire, c'est 350 euros de l'heure. Mais la seule fois où j'ai dit à un client que c'est 350 euros, il m'a dit, ouais, ok, laisse tomber, je vais aller voir un mec sur Malte. Et en fait, tu vois, il m'a dit ça, alors qu'aujourd'hui, c'est un mec qui veut bosser avec moi, et moi, justement, je veux pas bosser avec lui. Tu vois, il était revenu plusieurs fois me voir. Mais en fait, le switch était passé, c'est pas, en gros, c'était 3 heures, machin. En fait, déjà, je vends un résultat, et maintenant, je vends au mois.
En fait, un mois, ça veut dire que c'est un mois intensif avec moi, tu vois. Ouais. C'est un mois, bah, c'est un call par semaine ou deux calls par semaine. Et en fait, ça augmente la valeur perçue de ton truc parce que j'avais des vidéos, j'avais un Notion avec du contenu, j'avais un process où je mets tout en place, il y avait un suivi WhatsApp, mail, bref, peu importe le canal avec eux. Et en fait, c'est le fait de faire ce package que bah, tu peux passer des offres à 1000 euros à 5000 euros. Et là, j'ai des offres à 10 000 euros en ce moment avec des grosses boîtes, tu vois. Ok. Hyper intéressant et je pense que ça va en inspirer plus d'un, tu vois, sur les personnes qui nous regardent et qui sont un peu au stade freelance ou ils sont peut-être en dessous et qui veulent aller chercher ça. Donc non, je pense que tu as mis des bons leviers en place. Ça me fait penser à un épisode qu'on a tourné il y a quelques semaines avec Aurélien et on a eu l'occasion de recevoir Kevin. Kevin là, lui c'est pareil, tu vois, il a commencé, il vendait au taux horaire. Alors je pense que c'est bien pour commencer, tu vois, même facturer au TJM, c'est des éléments intéressants. Malgré tout, quand tu veux vraiment passer un cap, je pense que, en tout cas c'est mon avis, ça me paraît quand même un peu complexe. Je pense qu'il faut mieux... Enfin, il faut que ton prix soit structuré par rapport à la valeur que tu vas délivrer. Aujourd'hui, toi, tu vois, tu as une compétence qui est hyper valuable, qui a une très très grosse valeur sur le marché. Les personnes la preuve enfin, tu recommandent, te cherchent pour ça, etc. Donc il y a quand même une très très grosse valeur ajoutée. Donc quelque part, c'est cohérent que tu factures 5, 10 000 euros à une boîte où ça va lui rapporter peut-être 100 000, 200 000 euros sur l'année. Et du coup, sur les autres années à venir, c'est là où c'est intéressant aussi pour eux. Donc, parce qu'il y a beaucoup de freelances, tu vois, et nous, on le voit beaucoup avec Aurélien qui sont dans cette situation-là, qui se sous-price. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point, bah, si ils vont auprès d'une entreprise qui mettent en place leur service, ils vont apporter beaucoup, beaucoup de choses à la boîte. Et la boîte, même si elle va te payer, tu vois, 4 5 000 euros de prestations, mais derrière, ça lui rapporte 20 30 40 000 euros sur l'année ou même sur des périodes plus longues. Pour eux, c'est hyper intéressant lorsque tu réfléchis comme ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de freelances qui regardent un peu trop sur leur propre nombril et se disent ah mais du coup 3 000 euros c'est cher pour moi et du coup forcément mais pour une boîte en fait que tu factures c'est pas non plus des sommes astronomiques tu vois pour eux derrière, donc je pense que c'est important de le noter. Je reviens juste sur un petit point parce que je sais qu'Aurélien c'est un peu comme ça pour toi et j'aimerais savoir ton avis. Jérôme, tu t'évoquais le fait que maintenant tu as beaucoup de personnes qui viennent par la reco. Ouais. euh, Aurélien, je sais que c'est pareil pour toi aussi, que tu as beaucoup de personnes sur ton agence qui viennent de recommandations. Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place justement pour attirer cette recommandation? Parce que souvent on dit aux freelances, ah bah ne compte pas que sur la reco, c'est vrai, et je suis 100% d'accord avec cette phrase-là. Par contre, une stratégie d'activation de recommandation, c'est vachement intéressant. Et je suis curieux de savoir un peu, vous deux, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour activer cette fameuse recommandation, quoi. Ouais. Je veux commencer ou je commence C'est toi l'invité. Ok. Alors, moi, pour être sincère, j'ai pas vraiment mis de trucs en place. J'ai beaucoup d'idées, mais en fait, les idées, c'est pas ce qui manque, c'est de mettre en place le temps. Enfin, aujourd'hui, c'est surtout ça. Mais en fait, j'ai juste surdélivré ce que je devais livrer, hein, clairement. Donc, forcément. Et c'est marrant parce que celui qui m'a fait le plus de recos, c'est un client, c'est mon pire client. Enfin, quand je dis mon pire client, ça s'est bien passé, mais il cible des DRH, donc un secteur très, très, très compliqué. Et en plus, son marché. Déjà, sa cible est trop compliquée. DRH, c'est presque mission impossible. J'ai réussi à craquer, à avoir des réponses, etc. Mais il n'y a pas d'intérêt. C'est une offre à 1 500 euros au jour pour placer des managers de transition. Donc, s'il voit il va se reconnaître. Mais ce mec-là, je me rappelle, c'était en début d'année, il m'a fait 8 recommandations d'un coup. Il m'a mis dans un feed. J'ai un mec, j'avais fait un screen sur LinkedIn pour mettre un post. Il m'a fait 8 recos et depuis, il m'en a fait encore 3 4 je crois. Donc, lui, il m'a recommandé beaucoup de fois. Et en fait, à contrario, on n'a pas eu les résultats. Enfin, moi, je promets jamais de résultats. En fait, c'est un truc tout con, mais tous les freelances essayent de promettre des résultats. Moi, mon offre, j'ai toujours fait à l'inverse du marché. J'ai jamais dit à quelqu'un, tu vas avoir tant de résultats. J'ai pas de boule de cristal. Je préfère perdre le lead. Je m'en fous parce que je suis pas en besoin, on va dire. Les gens, en fait, c'est juste, je peux leur donner une estimation des trucs, etc. Mais on sait très bien que c'est bullshit. Je leur vends rien de tout ça. Lui, en fait, le client, il était content parce qu'il sait que son marché, il est compliqué. Et en fait, la chance que j'ai dans l'accompagnement, c'est que je lui vends une expertise. Il a pu évoluer. Donc, même si on n'a pas eu les résultats qu'on souhaitait, il a bien vu qu'on a fait le maximum, que j'ai fait le maximum, qu'on a testé plein de trucs et ça l'a quand même aidé. Mais bah, tu vois, quand tu bosses avec des grosses boîtes, les cycles de vente ils sont longs, son marché il est compliqué en ce moment. Il y a vraiment un essor en plus avec plein d'autres choses. Donc, ouais. Et ce que j'ai mis en place, enfin que j'aimerais mettre en place, c'est déjà un questionnaire. Enfin, ça, je le fais pas mal en début
début d'accompagnement, déjà, je demande si les gens sont satisfaits, etc. Et je commence à demander pas mal pourquoi ils sont passés par moi, c'est quoi leur problématique, etc. Et je vais faire maintenant des formulaires à la fin pour récupérer plus d'avis, plus tous ces trucs-là et leur demander si ça peut aider quelqu'un de leur réseau. En fait, je dis que j'ai rien mis en place, mais je commence à le faire naturellement. En fait, je ne m'en rends pas compte, mais plein de gens qui étaient contents, ils m'ont dit ah ouais, trop cool, machin et tout. Je leur ai dit naturellement, bah, si tu connais quelqu'un, n'hésite pas. Parce qu'en fait, c'est eux, en fait, je l'ai fait sans le vouloir parce que eux, ils m'ont dit ok, ah, putain, il y a un mec, ça pourrait l'intéresser. Je vais te le présenter. Et en fait, moi, je lui dis naturellement, ah bah, si tu m'amènes un gars, moi, je te file 10% de ce que je signe. Et en fait, maintenant, je commence de plus en plus à le pousser. Donc, à chaque fois, ils me disent, ouais, moi, je m'en fous des 10%. Je dis, non, moi, je te file 10%. Mais si tu veux pas, je te les file. Au moins, tu vois, c'est win-win. Et je pense que maintenant, je vais vraiment le pousser, un formulaire à la fin, entre guillemets, un petit tally satisfaction, est-ce que tu es content? Et si tu es content, est-ce que tu veux me recommander? D'ailleurs, tu peux prendre le temps dessus ou avoir un coaching gratuit avec moi. Ou bref, je pense que je vais mettre un truc comme ça, tu vois. Donc un peu d'apport d'affaires derrière, tu as mis un peu naturellement une stratégie d'apport d'affaires derrière où tu Ouais. partages entre guillemets ce que tu as gagné auprès d'un autre client. Ok, hyper intéressant. Aurélien, qu'est-ce Et que tu as pu mettre récupérer les avis, ça c'est important parce que tu vois, là j'ai une quarantaine d'avis sur LinkedIn. Avant, je Ouais, récupérais jamais, jamais, jamais d'avis, tu vois. Bah, tu vois, là j'ai pas de trace période, j'ai rien. Mais sur LinkedIn, je dois avoir 42 avis, tu vois, et je l'ai fait en très peu de temps. Tu vois, là, je, suis pas depuis le début de l'année, j'ai dû en avoir plus d'une dizaine, tu vois. Donc je commence mm, à activer un petit peu le truc et ça, je pense que ça peut être pas mal, tu vois. ouais, je vois. Non, c'est hyper intéressant et puis surtout ça crée une sorte de vitrine, tu vois. Genre, ça crée aussi énormément de confiance auprès des personnes qui te cherchent et qui veulent savoir un peu ce que tu fais. Donc, Ouais. hyper intéressant, clairement. Aurélien, toi, qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Peut-être pour ceux qui nous écoutent, n'hésite pas à rappeler ce que tu fais aussi avec ton agence à côté. Ça peut être Ouais, intéressant. bien sûr. Je peux même raconter un petit peu mon parcours pour ça, parce que je vais pouvoir donner des éléments de ce que j'ai appris de mes expériences passées. Moi, avant, j'étais consultant pour des startups dans la tech, donc je les aidais à grandir une fois qu'elles avaient fait des levées de fonds. Et puis là, maintenant, ce que je fais, j'ai une agence où on accompagne des e-commerçants, on optimise en fait leur boutique e-commerce et on prend un pourcentage du revenu incrémental généré sur la boutique via nos tests qu'on réalise sur ces boutiques-là. Euh, donc, quand j'ai commencé en freelance, j'étais consultant en Growth, ça s'appelle. Ok. Et donc, une manière de faire grandir une app, c'est de faire en sorte que les utilisateurs soient ravis sur l'app, la recommandent, et donc il y a tout cet effet de recommandation. Ce que j'ai appris là, c'est en fait, Jérôme l'a déjà bien résumé, hein, c'est prendre un feedback. Donc, la première chose, c'est de faire en sorte que son service, il est bien. Parce que si le service n'est pas bien, personne ne va le recommander. Donc, je pense que c'est l'élément numéro un. Le deuxième, si on veut essayer de faire levier sur ça, c'est en fait faire un formulaire pour déjà collecter le feedback, voir s'il est positif ou négatif. Et en Mmh. fonction de ça, déjà améliorer son service. Et quand il est positif, pousser pour une recommandation. Donc, la fameuse question, y a-t-il des amis, contacts, euh, collègues, prestataires, je sais pas, d'autres personnes sur lesquelles mon service pourrait avoir du sens. Voilà, tourne un peu mieux que ça, bien sûr, mais ce genre de questions-là, ça fonctionne quand même plutôt bien. Et ça, c'est relativement passif, hein, et je pense il faut quand même se rendre compte que le bouche à oreille, c'est assez limité. Ça permet de l'amplifier, mais c'est limité. Ce qui permet d'accélérer ça, c'est plutôt avoir, et là je fais encore le parallèle avec les applications et les logiciels, c'est l'affiliation. Donc le modèle apporteur d'affaires, ça fonctionne plutôt bien. Moi, je l'ai personnellement mis en place cette année dans mon agence. Ça m'a rapporté pas mal de clients ici. Enfin, quand je dis pas mal, je pense que ça représente peut-être 15% direct là, de mon CA, ce qui n'est pas négligeable en fait. Et donc là, les points pour que ça fonctionne, c'est un, en parler, donc Jérôme l'a bien dit, mais l'autre point, c'est aussi être généreux sur les commissions, parce que donner 50 euros à quelqu'un parce qu'il vous référence sur un service de freelance, ça fonctionne pas trop, c'est pas assez généreux. Donc c'est aussi important de bien gagner de l'argent et d'avoir une bonne marge pour pouvoir la partager à des personnes qui peuvent nous référencer. Et Vraiment. l'avantage de cette méthode-là aussi, c'est quand on va être dans des appels de vente, ça va être super facile de closer et on va aussi pouvoir s'appuyer sur la personne qui nous a recommandé pour faire en sorte que ça se passe bien. Vraiment, ça peut créer des bonnes dynamiques de vente et c'est vraiment très facile à closer pour le coup. C'est les meilleurs leads, ouais, ceux qui viennent. Exactement. En fait, ils sont déjà closés, ils viennent parce qu'on les a recommandés. Donc, Clairement, clairement, ouais. clairement.
Trop cool. Bon, des bonnes pistes, de belles choses à implémenter pour ceux qui nous écoutent ici. J'aimerais qu'on parle un peu forcément des problématiques que tu rencontres, Jérôme, en tant que freelance. On en rencontre tous. Tu m'avais Ouais. évoqué que c'était plus des problématiques sur l'organisation, tu vois, ta vie perso, ta famille d'un côté, ton Ouais. boulot de l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de freelance et de tout niveau d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des gros montants ou quoi, mais quand on veut mettre de l'effort sur quelque chose, quand on veut construire quelque chose, souvent ça prend du temps. Et ça, malheureusement, on est toujours un peu obligé d'y passer. Euh, et j'aimerais savoir un peu, bah, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour structurer ta vie autour de ça. Mm. Parce que tu vois, tu me disais que tu bosses plus les week-ends, mais comment tu t'es dit, ok, bon, j'arrête de bosser les week-ends. Voilà, je suis curieux de savoir un peu ce que tu as mis en place pour séparer un peu le pro et le perso. Parce qu'en plus, comme tu disais, quand on bosse de la maison, en général, le pro et le perso sont au même endroit. Voilà, je suis un peu curieux et je pense que ça va intéresser pas mal de personnes de connaître aussi un peu, entre guillemets, ton organisation, tu vois, Ouais. pro et perso. Alors, ce que j'ai mis en place. Alors, en ce moment, donc déjà, là, ce que je fais vraiment, c'est faire des choses qui dépendent le moins de mon temps, en fait. En fait, j'ai remarqué que en fait, là, plus j'avance et plus j'ai des problèmes. Je me suis dit, putain, quand je ferai 10K par mois, ça va être la belle vie. Mais en fait, je vois que plus je monte et plus j'ai des problèmes. En fait, au début, c'est pas les mêmes problèmes. C'est les problèmes de générer du cash, mais après, il faut structurer. Et je pense que c'est le plus dur. Enfin, je sais pas si c'est le plus dur, parce qu'en vrai, à l'époque, pour générer mes premiers 10 000 euros, c'était très dur, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que c'est des paliers qui sont différents. En fait, c'est un truc où tu arrives en haut, hop, et en fait, c'est encore une autre montagne à monter. Là, ce que je fais beaucoup en ce moment pour moins dépendre de mon temps, c'est que je fais déjà. Donc, je demande à pas mal de gens de faire des recommandations, je leur donne un pourcentage. Tous les leads que je peux pas prendre ou qui m'intéressent pas, je les envoie en rapport d'affaires. Donc au début, je le faisais ça comme ça un peu pour le fun. Je m'en foutais un petit peu, donc je prenais 15%. Et en fait, je me suis dit, putain, j'en ai un, 2, 3, 4, 5. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis un putain de con. Au lieu de prendre 15%, je vais prendre 10%, mais je vais prendre 10% lifetime. Donc, tu vois, là, j'ai rentré une très grosse agence. Enfin, j'ai rentré. C'est pas moi qui l'ai rentré. Je devais rentrer une boîte qui s'appelle Eskimos, donc une des plus grosses agences. Bah, je l'ai envoyé à un très bon pote à moi qui est un confrère. Et là, ça fait peut-être 6 mois, je dois prendre 10%. 6, 7 mois qu'on bosse Bravo, ensemble. c'est des gros clients, ça. Ouais, Pour ceux ouais. qui sont dans le SEO, enfin, quoi que maintenant ils sont beaucoup plus larges que le SEO, mais c'est des très Ouais. beaux clients. Bah, tu vois, ça, je prends déjà de l'apport d'affaires dessus depuis 6, 7 mois. Donc, c'est cool. Donc, j'ai absolument rien à faire. J'ai pas eu besoin ni de closer, ni rien faire. En fait, j'ai eu la personne, je l'ai drivé vers l'autre personne, et elle s'est occupée du closing, etc. Et j'ai juste envoyé une facture tous les mois. Donc, ça me prend pas beaucoup de temps. Et en ce moment, en fait, c'est marrant parce que tous les business qui fonctionnent, c'est des business que j'ai fait sans faire exprès. Comme là, l'acquisition, j'avais besoin pour moi à l'époque parce que mes e-commerce marchaient pas assez. Et là, en ce moment, j'ai un gros levier qui est très très prometteur et on me focus dessus, c'est l'affiliation. J'ai remarqué il y a quelques mois qu'en fait, j'ai pratiquement fait un peu plus de 10 000 euros en quelques mois. Et en fait, je l'ai fait naturellement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que toutes les personnes que j'accompagne prennent des outils. Lemlist, la grosse machine, Faro, bref, peu importe Hmm. les outils. Et j'accompagnais une centaine de clients. Et en fait, je leur recommandais les outils, mais je prenais pas d'affiliation. Parce que je déteste pousser un lien d'affiliation sans que eux ils aient un code promo. Parce que des fois, il n'y a pas de code promo pour eux, il n'y avait que pour moi. Et en fait, là, vu que j'ai un peu d'autorité, j'ai commencé à négocier pas mal de codes promo. Je suis advisor, je suis partenaire officiel chez certains outils. Et en fait, j'ai pu négocier des codes promo. Et là, en fait, le premier gros coaching que j'avais rentré, c'était l'année dernière à 10 000 euros. En fait, j'ai formé une équipe sales où ils sont 6, où ils ont pris chacun un abonnement à 100 euros, enfin 100 euros hors taxe. Ils sont 6 et ils ont pris en annuel. Et je prends 25%. Donc, ils sont 6 oui, ça fait 12 000. Donc, j'ai pris d'un coup un gros one-shot d'affiliation. Et ils ont pris un autre outil, un pote à moi, bon, je dirais, on s'en fout du nom. Ils faisaient 15K de MRR. Et ben, eux, avec les licences, ils ont pris 15K en ARR. Je leur ai rajouté 15K d'ARR juste avec ce client-là. Et en fait, là, ça m'a foutu le pied. Je me suis dit, putain, mais en fait, à chaque fois, je vais recommander mon lien. Et bah, là, je commence à faire pas mal de revenus. Donc là, je suis en train de développer à mort l'affiliation parce que là, je vais lancer, j'ai plein de stratégies un peu Black Hat, YouTube SEO, du Parasite SEO. Je suis en train de me relancer les anciens trucs que je faisais avant SEO, mais là, je le fais vraiment en mode full passif. J'avais pas besoin de créer ni de contenu ni rien, ni faire des posts sur les réseaux. Juste, je recommandais à mes clients et ça a pris. Donc, c'est pour ça que c'est facile parce que les gens me connaissent, je leur recommande l'outil et voilà. Mais du coup, je suis en train de développer ça pour plus dépendre de mon temps et ça marche très très bien. Ok. Donc, ce que tu as mis en place, finalement, c'est des éléments.
justement pour préserver un peu ton temps, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu as C'est ça. essayé de faire en sorte de préserver ton temps au vu des missions. Typiquement, tu vois, quand tu as une mission qui t'intéresse pas trop, tu la renvoies ailleurs ou tu ne la prends pas, de ce que je comprends. Ouais, c'est Et tu ça. as cherché à maximiser le revenu sur tes clients existants. Quelque part, c'est déjà le cas. Preuve en Ouais. est, tu vois, enfin, tu as 2000, 3000 euros de plus par client sur des systèmes d'affiliation. Hyper intéressant. J'imagine que du coup, ça a bien nettoyé l'agenda. Le fait de préserver aussi son temps. C'est un point aussi où personnellement, moi, ça fait déjà aussi pas mal quelques années que je fais ça. Donc, j'ai commencé beaucoup dans le media buying, beaucoup d'ads, notamment Meta, c'est ce que j'ai fait depuis 2018, comme ça, je ne sais plus exactement. Donc, ça fait longtemps, je commençais il y a longtemps. Et c'est beaucoup aussi ce que je faisais, quoi. Je veux dire, quand l'émission était trop petite, le gars n'avait pas trop de budget publicitaire, au départ, je les prenais. J'étais en mode, OK, il me faut des missions, il me faut plus de clients, plus de clients, plus de clients, chose que je faisais. En fait, je me rendais compte que ça me prenait beaucoup plus de temps et je stagnais, tu vois, ça avait du mal à aller pousser plus. Et par la suite, quand j'ai commencé à prendre des clients plus gros, plus de budget, mais du coup, on a plus d'énergie aussi et plus de réflexion, entre guillemets, sur ce client-là, ça permet d'aller chercher des beaucoup plus gros résultats. Et d'ailleurs, je pense que le fait de. Il y a beaucoup de freelances qui veulent absolument prendre plein de missions parce qu'ils ont trop peur d'être dépendants de deux, trois gros clients. Mais je trouve qu'en fait, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parce que si on a deux, trois, quatre gros clients qui tournent bien, en fait, vous avez beaucoup plus de temps à consacrer à ces personnes-là et donc de les satisfaire plutôt que d'avoir plein de petits clients, avoir un turnover, des clients qui s'en vont tous les mois, d'en reprendre de nouveaux. Et en fait, vous passez plus de temps à essayer de trouver de nouveaux clients plutôt qu'à délivrer ceux que vous avez déjà. Et ça a fait franchement une très très grosse diff parce que je m'en souviens à l'époque, par mois, je devais facturer quelque chose comme 400 euros pour du media buying. Les plus gros contrats que j'ai facturés en media buying, ça devait être 4500, 5000 euros par mois qui tombaient directement dans ma poche. Donc, sur des clients qui sont restés parfois sur plusieurs années pour certains. Donc voilà, je pense que ça fait quand même une grosse différence quand vous mettez vraiment du focus sur bien délivrer votre client et surtout sur des projets où il y a déjà des bases solides parce que je vois beaucoup ça, notamment sur le milieu des sites web. Aurélien, je pense que tu dois avoir un peu le même avis que moi là-dessus. Ils facturent des sites web à 400-500 euros, mais en fait, le projet est interminable et le site web est livré dans 3 mois, 4 mois, parce que finalement, il C'est n'y a vrai rien que c'est qui. une galère, il y a trop de retours, hein. Et là, ce que je Clairement. fais beaucoup, c'est avoir le moins de calls possible. Avant, ma punchline, c'était je Mm. t'apprends à saturer ton agenda ton calendrier de rendez-vous B2B. Mais en fait, aujourd'hui, avant, on vendait le taux d'ouverture, le taux de réponse, le taux de rendez-vous, le prix de rendez-vous. Mais moi, aujourd'hui, le Graal, c'est avoir le moins de rendez-vous possible. Et en fait, j'ai pas besoin de beaucoup de rendez-vous parce que les gens qui viennent via de la recommandation, via de l'inbound, via ma prospection, mais qui est liée à des signaux d'achat. Donc, en fait, quand ils viennent, ils sont déjà chauds, ils me connaissent, ils savent ce que je fais. Donc, aujourd'hui, c'est avoir peu de rendez-vous pour closer le plus possible et après délivrer le plus possible parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les problématiques que j'avais avant, c'est que je montais à 10 rendez-vous par jour. Le plus, je crois que j'ai eu, c'est 13 rendez-vous en une journée. Sauf qu'en fait, Wow. ton agenda, t'es comme ça. En fait, là, bah, on va dire que c'est un call de client. Après, tu fais une petite mission vite fait. Après, tu as un autre call. Moi, avant, mon calendrier était ouvert du lundi au dimanche. Lundi au dimanche. Après, j'ai enlevé les Ouais. week-ends. C'est comme ça que j'ai réussi à débloquer les week-ends. Donc, enfin, je faisais pas, mais je bossais le week-end. Mais là, après, pendant très longtemps, enfin, ça fait plusieurs années, c'est travailler le matin sur mes missions et l'après-midi full call. Et même ça, c'est une erreur, je pense. J'ai appris ça cette année, j'ai mis ça bah, le 1er janvier. Bonne résolution, on connaît comme d'habitude. J'ai vu un mec qui parlait de ça aux États-Unis. En fait, il dit il y a les journées leaders et les journées. En gros, maintenant, c'est lundi, mercredi, vendredi, je fais du call. Je fais que ça. Tu Si fais j'ai pas, combien de temps en call? je fais beaucoup de. Alors, avant, ma moyenne, vu que je faisais que les après-midi, je passais 5-6 heures par jour en call. Non, mais je voulais dire combien de temps par call. Enfin là, typiquement, Ah, tu bosses avec un client, tu le vois combien de fois par mois, par semaine, et ces réunions, elles durent combien de temps? Parce que je pense que ça aussi, il y a des fausses conceptions sur pas mal de freelances qui passent beaucoup trop de temps avec leurs clients au lieu de faire le travail, quoi. ouais. Alors, en fait, déjà, il y a deux types de calls, parce qu'il y a les calls de vente et il y a les calls pour délivrer, vu que je fais de l'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je faisais autant de calls tous les après-midi. C'est pas 6 heures de call de vente. Ouais, ouais, bien Pour moi, sûr. les calls de vente, c'est facile. Ce qui est fatigant, c'est les coachings, parce que tu vois, tu dois t'imprégner dans le business, etc. Les calls clients, je dirais, alors, t'as dit un point qui est très juste. Je passais beaucoup trop de temps avec les gens, parce que vu que je priçais de plus en plus, j'avais peur de dire, putain, attends, j'ai pris 5000 balles, il faut que je passe du temps. Mais en fait, c'est une énorme connerie. Et ce qui m'a débloqué, c'est la première fois que j'ai pris 5000 euros.
Je me suis dit, putain, pourquoi j'ai pris cette boîte-là? Je savais pas si je pouvais les aider, mais c'était un premier gros contrat. On m'avait recommandé, ils voulaient vraiment bosser avec moi. En fait, j'avais un peu la peur, tu vois, syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'ai formé 4 personnes. Et ces 4 personnes-là, je leur ai montré un truc. Ils passaient entre 4 heures et 5 heures par jour à faire une action manuelle. Et je leur ai montré comment le faire en 10 minutes. Et en fait, je leur ai dit, t'es payé combien toi par mois? Sans indiscrétion, parce qu'on parlait bien avec les employés, on dit, oh, on est payé tant, machin et tout. Mais il m'a dit, par contre, dis pas à mon boss que ça, du coup, on l'automatise parce que du coup, nous, on passe 4-5 heures par jour en moyenne et on est 4 à le faire. Et en fait, là, je me suis dit, mais putain, attends, je leur ai pris 5 000 euros, même si je leur apporte zéro résultat. Je me suis fait un petit calcul. Je me suis dit, en fait, mon accompagnement, il est putain de rentable. Même si je leur apporte zéro résultat, le temps qu'ils gagnent, c'est La énorme. Et c'est comme ça. productivité, Ils ont augmenté, clairement. En fait, clairement. c'est pas le temps qu'on facture, c'est le résultat final. Et les Ouais. grosses boîtes, en fait, elles s'en foutent. Le premier contrat à 10K que j'ai encaissé, je savais même pas que j'allais encaisser. Ça a tellement duré, c'est des cycles de vente qui durent 6-8 mois. Et j'avais envoyé la facture, j'attendais, c'est long, tu vois. Déjà, juste pour prendre les outils, ils ont pris 3 mois, alors que c'est un accompagnement de 2 mois, tu vois. Mhm. Donc, ça a dépassé. Et en fait, quand je me suis réveillé, j'ai vu des 10K sur mon compte. Ils m'ont même pas. Je suis en Bulgarie, ils m'ont envoyé sur un compte bulgare en one shot. Là, j'ai eu d'autres, mais ils m'ont payé en plusieurs fois. Ils m'ont envoyé, j'y croyais même plus. Putain. Putain, c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Donc, ok, trop cool. Aurélien, moi, je vais revenir sur toi. Je vais te poser une question, parce qu'il y a un truc qui m'a impressionné quand on a commencé à bosser ensemble. C'est à quel point tu valorises ton temps et tu délimites ce que tu mets en place au niveau de ton agenda. C'est-à-dire que, rapidement, comme ça, les gens comprennent de quoi je parle là-dessus. Tu es très cadré sur là, on peut me parler, là, on peut pas me parler, là, je suis dispo, là, je suis pas dispo. Et je sais que c'est un truc où j'ai beaucoup appris aussi, figurez-vous. Ça délimite énormément ce que ton temps de disponibilité auprès des clients, mais des collaborateurs, de toutes les personnes qui en parlent. Et je pense que j'ai l'impression du moins que ça t'aide pas mal dans ta vie à garder un peu l'aspect pro-perso. Curieux que tu nous en dises un peu plus là-dessus, quoi. Ah, carrément, c'est important. Euh, je pense que je suis pas parfait sur ça, honnêtement. Peut-être qu'on a l'impression que je suis parfait, mais effectivement, je me suis amélioré beaucoup l'année passée parce que c'était une problématique pour moi. Et la problématique, elle venait de, j'avais des tâches importantes, hyper cruciales pour mon activité, ou alors des tâches pour un client opérationnel, mais c'était vraiment des tâches. Enfin, moi, j'essayais vraiment. Je suis ingénieur de base, donc pour moi, l'expertise c'est important, et j'essaye toujours de faire des tâches à très haute valeur ajoutée. Et donc ça demande beaucoup de concentration. Sauf que quand on a son activité qui tourne, qu'on soit tout seul, hein, et donc les clients ou les prospects, ou avec une équipe et donc les collaborateurs qui nous envoient des messages, toutes les 5-10 minutes, on reçoit un message sur Slack, on reçoit des emails. Si on est en France, on reçoit aussi les emails de l'administratif pour nous dire que voilà, il faut payer des impôts, il y a des trucs à faire, etc. Et donc on est très sollicité. Et donc, en fait, on peut vraiment avoir facilement une journée de travail où, en termes de productivité, de faire une chose productive, à la fin de la journée, on se rend compte qu'il est 18 h et qu'on n'a encore rien fait. Moi, ça m'était arrivé d'avoir un petit peu parfois des journées comme ça. Et je suis quand même un assez gros bosseur. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'à 18 h, en fait, je redémarrais une nouvelle journée de travail et je refaisais la grosse tâche à ce moment-là. Et donc, en fait, je terminais plutôt tard. Et donc, peut-être un autre point que je peux rajouter, c'est que j'ai pas mal voyagé. J'ai habité à Bali. Maintenant, je suis beaucoup à Bangkok. Et donc, avec le décalage horaire, quand on rajoute ça, c'était plus vivable en fait. Ah, ça va être Et dur à donc là, je me tenir. suis dit, voilà, il faut que j'améliore ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai mis, par exemple, le mercredi, je prends pas de call. On peut m'envoyer des messages sur Slack, je vais répondre, surtout s'il y a des éléments bloquants qui empêchent mes collaborateurs d'avancer, je vais y répondre, mais je prends typiquement pas de call. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mercredi, c'était une exception, c'était le podcast, donc je l'ai faite. Exception à la Mais règle. normalement, mon agenda est fermé et j'en fais pas. Donc, ça veut dire que le mercredi, en fait, je bosse sur le marketing de mon agence et c'est vraiment mon focus numéro un. Et à la fin de la journée, je dois pouvoir faire ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que je fais des meetings et ça, je l'ai pas appris l'année passée, j'ai toujours fait, je l'avais appris en bossant avec des startups, c'est que je fais des meetings courts. C'est pour ça que je parlais des rendez-vous et des appels. Moi, je fais des rendez-vous entre 5 minutes et 15 minutes quand c'est opérationnel. Et quand c'est de la vente, ça monte jusqu'à 1 heure. La réalité, c'est que, par exemple, mes appels découverts, je les fais en 20 minutes.
Et mes appels de vente, je les fais entre 30 et 40 minutes. Après, si c'est un prospect de qualité, c'est un gros contrat, bien sûr, je ne vais pas couper l'appel parce que voilà, le temps est passé. Mais en tout cas, je planifie mes appels pour que ça dure ces durées-là. Et peut-être le petit conseil que je peux dire opérationnellement, c'est quand je démarre un call, je dis toujours c'est quoi l'objectif de l'appel. Et une fois que j'ai fait l'objectif de l'appel, j'essaye de raccrocher. Et au début, c'est difficile à faire, mais honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, ça c'est vraiment les trucs que je fais beaucoup. Et peut-être pour terminer, hein, parce que j'ai vraiment bossé sur ça dernièrement, là j'ai changé cette année. Ouais, voilà, au début, en janvier, j'ai fait ça. C'est que je vois mes clients, enfin, c'est pas toujours moi, mais les points avec les clients que je fais. Donc, moi, je fais des contrats récurrents avec mes clients. Donc, on travaille sur une durée indéterminée avec un retainer. Je les vois soit une fois par mois, soit tous les 2 semaines. Et c'est pas forcément moi. Et donc, je les vois toutes les 2 semaines. Une demi-heure. Donc, quand on fait le temps, en fait, je passe pas beaucoup de temps avec mes clients en appel. Donc, j'ai quand même beaucoup de temps libre dans mon agenda, surtout que j'ai pas énormément de clients, c'est des contrats assez gros. Et c'est comme ça que j'ai mon temps. Par contre, ce que je fais, et peut-être pour me déculpabiliser, c'est que toutes les semaines, j'envoie une update structurée à mes clients pour dire comment on a avancé sur le projet. Et quand il y a des résultats, je les partage. Bon, je me concentre d'abord sur les résultats. Parfois, il y a des semaines où il n'y en a pas. Donc là, je me concentre plutôt sur les efforts pour montrer au client qu'il a toute notre attention. Et toi, du coup, tu as dit que c'était le mercredi, tu faisais pas de call. Et t'as assez de temps pour délivrer, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'avais pas terminé mon truc. Je partais, en fait, j'ai tellement de trucs à dire, mais moi aujourd'hui, c'est ce que je disais, donc le matin, je faisais pas de call, je délivrais, enfin, je faisais mes actions, et l'après-midi, je fais des calls. Aujourd'hui, j'ai arrêté de faire ça parce que, en fait, en fait, ça me tue trop. En fait, maintenant, c'est lundi, mercredi, vendredi, call, et mardi, jeudi, c'est delivery et un truc, mais ça vraiment, ça m'a énormément aidé. C'est parce que on va délivrer, et on va faire les calls. Sauf qu'en fait, c'est la problématique de tous les freelances, j'imagine. Et moi, la plus grosse que j'ai eue, c'est que ton CA au début, il va être en dents de scie parce que pendant que tu délivres, bah, tu délivres. Pendant que tu fais des calls, bah, tu fais des calls. Et du coup, tu fais jamais d'acquisition. Alors que moi, je sais faire l'acquisition. Limite, c'est la chose la plus facile pour moi de faire de l'acquisition. Sauf que bah, les coordonnées, c'est plus mal chaussé. Donc maintenant, vraiment, je me dédie un moment. Je détestais faire ça, mais aujourd'hui, avec l'IA, pour créer du contenu, tous ces trucs-là, c'est devenu de plus en plus facile. Maintenant, vraiment, c'est la création de contenu pour après programmer tes posts. Parce que quand tu fais au jour le jour ou la veille pour le lendemain, ben en fait, tu as la flemme quand tu as terminé ta journée. Je pense que ça, c'est méga important. C'est journée, tu fais que delivery et maintenant, c'est 2 jours par semaine. Parce que sinon, voilà, c'est trop casse-couille. Bon, des fois, il y a des journées où je dois pas faire de call et je le fais parce que mon calendrier, il est full et sinon, ça fait retarder mon client. Faut que il attend la semaine d'après. Mais ouais, moi, c'est 2 jours par semaine où je fais pas de call. Et justement, je délivre et j'essaye de m'occuper de mon acquisition et le reste, c'est full call, quoi. Ok. Vous avez partagé des pistes hyper, hyper intéressantes et surtout, je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui vont réorganiser leur agenda, je pense, à l'issue de ce podcast. Avant qu'on termine, là, pour un peu finir sur ça, parce que ça fait déjà quasiment 50 minutes qu'on est ensemble et on a partagé de belles choses. On est tous les trois expatriés, on habite tous les trois à l'étranger. On vient tous les trois de pays où la fiscalité est très mauvaise, si on peut dire ça comme ça, il faut être honnête, je pense. Aurélien en Belgique et nous en France, je crois que Jérôme, t'es français aussi, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Euh, Quel était pour vous l'élément un peu déclencheur où vous dites, ok, il faut qu'on parte. Toi, Jérôme, tu es en Bulgarie, Aurélien et moi-même, on est à Bangkok, en Thaïlande. Quel était vraiment le moment où vous vous êtes dit, bon, voilà, je peux plus rester là, ça devient plus sain pour mon activité? Ou alors est-ce que c'est carrément un autre facteur? C'est aussi possible. Je suis curieux d'avoir votre Ouais. avis là-dessus avant que je partage le mien. Moi, je suis expatrié depuis 2015, donc ça fait 11 ans. J'étais en Espagne avant pendant 9 ans. Là, je suis en Bulgarie depuis 2 ans et là, je vais au Paraguay cet été avec la famille. Et je me suis pas expatrié déjà moi pour la fiscalité parce que je générais pas d'argent à l'époque. Donc, la première expat, c'était pas la fiscalité. J'ai monté mon business. J'ai mis 2 ans pour commencer à vivre de ça. Je pensais que c'était beaucoup, mais en fait, en réalité, quand je vois enfin, un drop SEO, ça prend forcément du temps. Et en fait, le déclic, c'est quand j'ai monté mon ancienne activité, on a monté un peu plus de 30 000 euros par mois de CA. Donc c'était dans le e-com, donc c'était pas du net, hein, c'est pas de la full rentabilité comme on fait là. Et en fait, c'est quand on a fait l'exit du site, donc c'était un montant à 6 chiffres. Là, on s'est dit avec mon ancien associé,
on peut pas, enfin, on va pas encaisser en France. Enfin, il faut qu'on s'expatrie. Donc, c'est pour ça qu'on s'est expatrié. Ok, donc ça a été la raison. Ok, hyper intéressant. Ah oui, donc ça fait déjà un petit moment que toi, tu as une expérience en expatriation. Ok, Ouais, hyper cool. Aurélien, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui a fait que tu es parti de Belgique? Bah, peut-être déjà, moi, je suis pas exactement parti de Belgique parce que je passe la moitié de mon temps en Belgique, la moitié en Asie et principalement à Bangkok. Donc, la réalité, c'est que je suis pas vraiment expatrié. Donc, je viens pas du tout dans un autre pays, moi, pour les impôts. C'est juste, en fait, pour la qualité de vie. Bon, en Belgique, il y a une grosse partie de l'année où la météo est pas incroyable, même si maintenant, je commence à bien apprécier l'été en Belgique et en Europe de manière générale. Mais je viens ici parce que vraiment la qualité de vie est top. La météo, même si à Bangkok il fait chaud, mais en tout cas c'est plus agréable. Et du coup, les gens sont plus joyeux au quotidien. Et l'autre point qui, moi, m'a fait rester, donc c'est ce qui m'a fait venir. Et ce qui m'a fait rester, c'est plutôt la communauté d'entrepreneurs. C'est vraiment très facile de rencontrer des entrepreneurs, des freelances, en tout cas des personnes qui veulent faire des choses. Et moi, c'est un truc qui me drive pas mal au quotidien, avoir ce genre de discussion, cet état d'esprit-là. Et ici, on peut vraiment en rencontrer tout le temps. Et quand j'étais à Bruxelles, à part mes clients en start-up, la réalité, c'est que je connaissais personne qui était dans l'entrepreneuriat. Ouais, Ok. Bangkok, il y a beaucoup de réseaux. Je connais beaucoup de gens. C'est vrai que c'est solide, hein. Et de plus en plus, avec ce qui se passe malheureusement en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent. Moi, dans mon cas, pour ceux qui nous écoutent aussi, bon, ça va faire quoi? Ça fait maintenant peut-être 4 ans et demi, 5 ans que je suis parti de la France, quelque chose comme ça. Je suis parti enfin, je venais juste d'avoir 18 ans, quoi, donc c'était enfin, c'est direct, quoi. Euh, je suis parti parce qu'à la base, j'avais surtout envie de voyager. Je pense comme beaucoup de freelances qui veulent partir voyager. C'était un peu mon cas à l'époque, même si j'étais déjà structuré en agent, etc. Bref, je voulais plus de liberté. Et je l'ai trouvé en dehors de la France, parce que je pense que ça met toujours une bonne claque de voyager. Surtout que c'était un très très gros objectif pour moi. Donc j'ai fait beaucoup de pays entre-temps. Je crois que je suis actuellement à une trentaine de pays visités, je crois, sur les 5-6 dernières années. Donc j'ai pas mal bougé. Et par contre, ce qui m'a fait rester en Thaïlande, c'est un peu comme toi, Aurélien, c'est le fait que voilà, la qualité de service, on rencontre aussi beaucoup de monde. Vraiment, qualité de service, je pense que c'est le gros point qui est en Thaïlande, qui est très très sympa. Malgré tout, la Thaïlande, il y a beaucoup qui pensent que ça ne coûte pas très cher. C'est faux. Je vous le dis, les gars, si vous êtes à Bangkok, vous allez sans doute dépenser plus qu'à Paris. En tout cas, c'est mon cas. Mais en tout cas, la qualité de service est exceptionnelle et même pour bosser au quotidien. Personnellement, je trouve que le décalage horaire est très très cool. Ça laisse le temps le matin de faire son petit sport et puis d'attaquer une journée classique comme ce qu'on faisait en France. Ça, c'est un truc que j'apprécie aussi beaucoup ici. Donc, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à sortir peut-être de ce que vous faites sans jamais trop oublier un peu forcément d'où vous venez. Moi, c'est ça que je retourne tous les étés en France. Aurélien, je sais que tu retournes aussi beaucoup en Belgique. Merci à vous, les gars, d'avoir participé sur cet épisode, encore une fois. Pas de Je problème. pense qu'on a partagé beaucoup de choses, de belles astuces, des belles choses actionnables. Donc pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez vraiment, vraiment pas à appliquer ce qu'on a pu voir aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir Jérôme qui a une très très bonne expérience dans ce qu'il fait aujourd'hui, donc très cool. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager évidemment à vos potes freelance pour qu'ils puissent aussi découvrir ce qu'on fait ici. Et puis, n'hésitez pas, je pense qu'on mettra ton LinkedIn, Jérôme, dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir également ce que fait Jérôme aussi. Donc, merci à vous, les gars. Je vous retrouve peut-être sur un prochain épisode. À très vite. À plus tard, ciao. Salut.